Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation. Au programme ce soir, international d'abord, avec la découverte il y a quelques jours de 70 chrétiens décapités au Congo. Comme on pouvait s'en douter, les criminels sont des islamistes et cela doit nous rappeler que bien souvent, là où s'impose l'islam, arrive l'islamisme et avec lui son cortège de persécutions et de massacres contre les autres confessions. Ce ne sont pas les Alaouites en Syrie qui vous diront le contraire, les malheureux qui subissent des persécutions régulières depuis des mois, au point d'être poussés à la révolte, viennent de subir 3 jours de pogrom perpétrés par des islamistes modérés qui ont remplacé le clan Assad à Damas. Le bilan est de 1000 morts, un peu plus même. De quoi nous interroger sur la nature réelle du nouveau régime et nous poser une question essentielle, est-ce que le costume 3 pièces fait l'islamiste modéré ? Islam toujours, mais au Royaume-Uni cette fois. Heureusement, il n'y a pas d'Alaouite, donc il n'y a pas d'inquiétude, évidemment. Mais en revanche, il n'y a pas d'Alaouite, il y a un roi écolo, aux oreilles décollées et au progressisme affiché. Le roi Charles et son épouse Camilla donc, ont tenu à participer à des manifestations caritatives et communautaires musulmanes. Ils ont notamment participé aux préparatifs du Ramadan. On les a vus emballer des dates et accueillir un muezzin pour faire l'appel aux jeunes et à la prière islamique au sein de Westminster. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Royaume-Uni. Il faut une première fois à tout. Bizarrement, les monarques n'ont pas souhaité un bon carême aux catholiques irlandais et on peut se demander pourquoi. Alors on se demandera aussi pourquoi la Grande Europe, est-ce que la Grande Europe voulue par Emmanuel Macron est possible ? Peut-on en même temps, et comme il le promet, faire passer le budget de notre défense à 5% du PIB sans pour autant augmenter les impôts ? Demain on rase gratis, dit le proverbe. Peut-on réellement se passer de la tutelle américaine ? Et surtout, peut-on sérieusement envisager une convergence d'intérêts internationaux avec l'ensemble des pays membres de l'Union européenne ? Poser toutes ces questions, c'est un peu y répondre, mais nous traiterons tout de même le sujet, puisqu'il faut bien qu'on parle de quelque chose. Enfin, et puisque, en parlant de quelque chose, il faut bien aussi que l'on parle de Trump, nous partirons à la découverte des Trumponomics. Alors, c'est un terme un peu étrange que Richard de Sèze m'a fait découvrir, et j'ai trouvé cela absolument fascinant. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que sont les Trumponomics, et si ces Trumponomics sont bons pour la France, pour les États-Unis, et surtout, donc voilà, pour la France. Sont-ils bons pour nous ? Pour évoquer tous ces sujets, j'ai l'insigne joie, le bonheur, l'honneur, le plaisir d'accueillir les faces de carême de la réinformation avec Richard de Sèze à mes côtés. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Corentin Dugast, influenceur catholique. Bonsoir à tous. Xavier Van Liert, journaliste. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Et Claudio aux manettes. Bonsoir. Vous pouvez, chers auditeurs, nous adresser vos commentaires, vos questions, vos remarques, nous les lirons à l'antenne au fur et à mesure, par courriel, donc à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone, en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Alors, on commence, si vous voulez bien, par le sujet chrétien d'Afrique. Donc 70 chrétiens décapités au Congo, plus 70 corps donc, ont été retrouvés dans une église protestante d'un village du Nord Kivu, au Congo. Le 12 février, l'on sait que des terroristes du groupe islamiste armé Forces démocratiques alliées, c'est toujours des noms oui, c'est génial. Qui fleurent bon le centre droit ou le centre gauche. Donc les Forces démocratiques alliées, d'origine ougandaise, sont entrées dans ce village et ont pris en otage une centaine de personnes. Le 15 février, là c'est malheureusement sérieux, 70 des corps donc, ont été découverts à l'intérieur d'une église protestante, donc un temple j'imagine. Beaucoup d'entre eux avaient été ligotés et décapités, et parmi les victimes se trouvaient des femmes, des enfants, des personnes âgées, et puis évidemment des hommes en bonne santé. Bien que majoritairement chrétienne, donc la République démocratique du Congo est devenue l'un des endroits les plus dangereux du monde, pour les chrétiens, surtout en raison de la montée des violences djihadistes. Alors je ne sais pas ce que ça vous inspire, cette histoire atroce sur des chrétiens décapités. Alors apparemment,
on nous raconte que ça peut être parce qu'ils n'ont pas pu supporter une marche forcée, parce que les otages, lorsque les rebelles prennent des otages, ils les forcent à marcher avec eux et les utilisent comme de la main-d'œuvre. Et quand ils n'y arrivent pas, évidemment, ils s'en débarrassent. Voilà, donc je ne sais pas si la situation des chrétiens d'Afrique vous interpelle, vous intéresse, vous choque. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait de savoir qu'on a donc... est-ce que l'islam est consubstantiellement violent avec les chrétiens ? Non. En fait, c'est écrit dans le Coran quand même, hein, donc par quelques bouts qu'on veuille le prendre, et quels que soient les versets abrogatoires ou pas abrogatoires, n'importe quel massacre commis par les islamistes est justifié par ce que le Coran comprend comme appel à la violence contre ceux qui ne sont pas musulmans. Évidemment, le sort des chrétiens nous émeut, en tout cas moi, mais je pense que les gens qui sont autour de la table aussi, vraisemblablement, et sans doute ceux qui nous écoutent. Et ce qu'il y a de remarquable, comme d'habitude, c'est qu'il y a deux modalités d'indignation et que on déplore, bien sûr, et encore à bas bruit, c'est rare que les députés LFI nous parlent des chrétiens qui meurent au Congo, alors que les mêmes et l'Union européenne passent leur vie à sortir des motions sur le sort des Ouïghours et auparavant, d'une manière générale, n'importe quelle minorité musulmane prétendument opprimée dans le monde entier, quelles que soient d'ailleurs les exactions que cette minorité ait pu commettre ou ses velléités indépendantistes. Je parle nommément des Ouïghours, puisque d'une manière générale, on a les rocaillas qui tenaient le haut du pavé avant les Ouïghours, donc on a fini par enquêter sérieusement, on s'est rendu compte que c'était des indépendantistes farouches qui prenaient la lutte armée, et qu'évidemment, quand on ne s'appelle pas Emmanuel Macron ni François Bayrou, on a tendance à virer les indépendantistes armés à coup de pompe, voire à coup de machette, voire à coup de mitraillette. Et donc, évidemment, ils en sont bien maris. Même chose pour les Ouïghours. En fait, ce qui est consubstantiel aux musulmans, c'est la nécessité de prendre le contrôle de l'État, car ils n'imaginent pas être une minorité au sein d'un pays qui ne soit pas sous domination musulmane. Voilà. Même si là aussi le Coran dit que c'est possible, mais voilà, aujourd'hui l'islam est systématiquement conquérant et systématiquement dominant, et une fois qu'il domine, il élimine ceux qui pour eux sont des êtres inférieurs d'un point de vue légal. Voilà, puisque donc il n'est pas normal que quelqu'un qui ne soit pas musulman ait les mêmes droits qu'un musulman. Donc oui, ça c'est effectivement consubstantiel à cette religion, malheureusement. Alors je vous évoquiez l'extrême gauche avant de donner la parole à Xavier Van Lierde. Il est quand même notable, et je ne sais pas si c'est regrettable ou tristement amusant, que en gros la gauche et l'extrême gauche aiment les Africains lorsqu'ils sont clandestins en France ou en Europe, et si possible quand ils sont hostiles aux Européens. En revanche, s'ils vivent en Afrique, qu'ils ne manifestent pas de haine à notre égard, et pire, s'ils sont chrétiens et pacifiques, alors là, évidemment, on s'en fout. C'est quand même assez notable. Non, c'est vrai, hein, j'ai remarqué ça. Xavier Van Lierde. On ne vous entend pas. Sans remettre en cause tout ce qui a été dit jusqu'ici, le groupe qu'on nomme donc les ADF, les Forces démocratiques alliées, est quand même un peu spécifique dans la galaxie de l'islam radical d'Afrique noire. D'abord, c'est quand même un groupe, ils sont loin de pouvoir prendre le contrôle du Congo, hein, de la République démocratique du Congo. Je voudrais rassurer nos auditeurs. En fait, c'est un groupe assez minuscule qui évolue dans une province elle-même. Bon, le Congo, c'est gigantesque, mais dans la province du Nord Kivu. Donc, c'est un groupe vraiment extrêmement régional et qui a une histoire assez ancienne. En fait, les musulmans là-bas sont une sorte de reliquat de la traite arabo-musulmane, figurez-vous. C'est-à-dire qu'en même temps que des marchands arabo-musulmans venaient se servir en esclaves sur les rives du fleuve Congo et au Kivu, eh bien, ils en profitaient pour convertir au passage. Voilà. Et donc, c'est un tout petit reliquat. Il y a très peu de musulmans en République démocratique du Congo, hormis dans cette petite zone. Sinon, la plupart sont des marchands libanais. Vous voyez le genre, donc c'est tout à fait un autre style, et ils ne sont pas impliqués c'est assez différent souvent. Le djihadisme. Ils vendent plutôt des pneus rechappés, vous voyez. Donc, ce petit groupe, à mon avis, relève plus, mais ça dit aussi quelque chose de ce que c'est que l'islam radical. D'une part, il a longtemps été instrumentalisé par les autorités zaïroises, à l'époque on appelait ça le Zaïre, après l'indépendance,
après le Congo belge à la Tintin, il y a eu le Zaïre. Et le Zaïre instrumentalisait ce petit groupe, effectivement constitué d'Ougandais, pour déstabiliser le voisin ougandais. Donc, premier enseignement peut-être, il est toujours dangereux de jouer avec des groupes musulmans armés et de les instrumentaliser comme d'autres. Ça s'est vu à une toute autre échelle, je ne sais pas, en Afghanistan par exemple, Oui. instrumentalisés par des gens un petit peu plus sérieux qui offraient du matériel de plus grande qualité. Toujours est-il que les liens avec les services zaïrois sont quand même avérés. Enfin, il relève aussi de la criminalité de droit commun la plus banale, malheureusement, en Afrique, et notamment dans ces zones on peut qualifier, là pour le coup, réellement de non-droit. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui, semi-mafieux, qui vivent sur la bête en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils mettent en coupe réglée l'ensemble d'une zone et ils l'exploitent d'une façon extrêmement archaïque. C'est-à-dire qu'ils font à la fois de la razzia, de l'esclavage, de la prostitution, tout. Enfin, ils mettent sous coupe réglée une malheureuse population. Et là, la vérité oblige à dire que les musulmans n'en ont pas absolument pas le monopole. C'est-à-dire que il faut essayer de se mettre dans ce que sont que les mœurs de l'Afrique la plus reculée. C'est-à-dire que des chefs de guerre, d'ailleurs, la preuve, certains des groupes qui s'opposent, d'autodéfense, qui s'opposent à ces ADF, en fait, utilisent des méthodes assez proches, c'est-à-dire le meurtre à la machette et au marteau. Malheureusement, les ADF n'en ont absolument pas le monopole. Oui, on se croirait en Seine-Saint-Denis. Ouais, oui, mais voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'islam qui pose problème en Afrique. Il peut y avoir aussi une certaine culture de la violence et des groupes armés. Un des groupes qui longtemps s'est opposé aux ADF, en fait, avait élu, je crois que c'était un général de 12 ans. Vous imaginez ça? Un général de 12 ans qui était déjà une sorte de chef de guerre vénéré. Voilà, donc on est quand même dans un univers qui est qui est pas trop dans Tintin au Congo, mais plutôt dans Apocalypse Now, vous voyez? Oui. C'est très dur, l'Afrique centrale. Voilà. Corentin Dugas. Ça pour absoudre l'islam. Enfin, Oui, non, mais vous avez raison. Et le phénomène des enfants soldats, notamment, est tout à fait notable également, parce que ce sont des espèces de machines à tuer, dont on ne sait plus si elles sont des victimes ou des bourreaux, et sans doute sont-elles parce qu'elles sont les deux à la fois, puisqu'ils n'ont pas eu généralement beaucoup de choix, mais ensuite, ils exercent eux-mêmes des carnages oui, de voilà, manière impitoyable. On sait que l'Orient est compliqué, mais l'Afrique, c'est également extrêmement compliqué. Les rivalités ethniques comptent autant que les rivalités religieuses. Et si on y va en simplifiant, en disant musulmans d'un côté et chrétiens de l'autre, on va complètement se planter et passer à côté des réalités et des violences qui traversent, hélas, ce grand et beau continent. Oh là là, c'est beau. Ouais. Je m'absous de tout ce que j'ai dit avant. Oui. Alors, je précise que vous avez vécu en Afrique, d'ailleurs, Xavier Van Lierde. Ah oui, oui, j'ai vécu à Kinshasa. Oui. Oui. C'était après le Congo belge, mais il en restait quelques traces à cette époque. Corentin Dugas. Non, c'est vrai que la précision est importante parce que il y a un certain nombre de difficultés en Afrique qui ne seraient pas résolues si l'islam disparaissait du jour au lendemain, évidemment. Et notamment des problématiques de territoire, puisque le Congo a été d'abord et avant tout un territoire de chasse, en fait, pendant très longtemps pour le roi des Belges. Et lorsque la Belgique a quitté le Congo, il n'y avait aucune stratégie élaborée pour aider le pays à pouvoir redresser, sortir la tête. Et il n'y avait pas vraiment d'unification non plus. Et malheureusement, ils se sont retrouvés à la tête d'un pays qui est un des pays les plus riches au monde en termes de ressources minérales, si je puis dire, pierres précieuses, etc. Et sans avoir de réelle gestion politique. Donc c'est vrai que je partage complètement l'avis, c'est-à-dire que le danger, ce serait de se dire en Afrique, on a un problème, c'est l'islam, et le jour où on aura résolu le problème de l'islam, on aura résolu le problème de l'Afrique. C'est pas tout à fait juste. En revanche, en ce qui concerne les 70 chrétiens qui ont été décapités, là, c'est un vrai problématique, c'est une véritable problématique musulmane pour le coup, puisque je lisais encore des données qui nous ont été envoyées par Portes Ouvertes, qui est un peu la branche protestante des œuvres pontificales, missionnaires côté catholique, et qui eux ont eu différentes informations sur comment ils se sont retrouvés à pèleriner, parce qu'ils nous ont dit qu'ils les avaient assassinés parce qu'ils étaient épuisés, mais comment se fait-il que ces 70 personnes étaient épuisées dans leur propre village. Et voilà, étaient épuisées dans leur propre village. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé visiblement, c'est que le groupe a débarqué dans le village, ils ont frappé à toutes les portes, ils ont saisi 20 premiers chrétiens,
qui ont été soutenus par 50 autres qui ont débarqué, parce qu'évidemment on n'est pas en France. Donc quand une personne se fait agresser dans un village, le village réagit sainement, c'est-à-dire qu'ils débarquent avec leurs muscles et leurs couteaux pour réagir fermement. Et ils ont été embarqués, tous autant qu'ils étaient, ces 70 personnes-là, enfermés dans l'église et décapités à coups de machette parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc là, on a une problématique, c'est que évidemment, en 2023, il y a 355 chrétiens qui ont été assassinés au Congo parce qu'ils étaient chrétiens, et c'était une problématique qu'on retrouve dans de nombreux pays, et notamment en ce moment également en Syrie, en Inde. Oui. Et puis même au Nigeria avec Boko Haram. Au Nigeria, toujours. Et donc c'est une problématique globale qui concerne évidemment la situation des chrétiens. Moi, il y a toujours une phrase que j'aime citer dans Jean 16,2. Le Seigneur nous disait « Viendra un jour où ceux qui vous tueront penseront rendre gloire à Dieu ». Et il est vrai que là où l'islam passe, en général, le chrétien trépasse. Ouais, sauf s'il se défend. Oui. Sauf s'il se défend. Arthur de Vatrigan. Les chrétiens sont les croyants les plus persécutés dans le monde, et les musulmans sont les croyants qui persécutent le plus dans le monde. Donc, il y a peut-être un lien à faire entre les deux, et malheureusement une répétition, quel que soit le lieu géographique, entre les victimes et les bourreaux. Après, en Afrique, évidemment, réduire le seul problème de l'islam serait absurde. Néanmoins, sur ce cas-là, en effet, il semblerait que la raison de la foi soit la raison de ces décapitations, d'autant plus que, malheureusement, l'État islamique essaye de mettre de plus en plus... Alors, il avance, il recule, mais essaye de mettre de plus en plus la main mise dessus. Et ces fameux ADF sembleraient être financés par l'État islamique, mais pas que au Congo, également en Ouganda, également en Somalie, même en Afrique du Sud. Et d'après des enquêteurs de l'ONU qui, après quelques massacres, notamment le dernier, je crois que c'était dans une école en Ouganda ou à la frontière du Congo, ils avaient mené une enquête et fait un rapport en expliquant qu'il y avait un vrai réseau international financier qui était mis en place en Afrique. Donc derrière, évidemment, les guerres ethniques et tous les problèmes qui sont spécifiques à l'Afrique, il y a comme une idéologie derrière qui forcément essaye de s'installer, et puis on sait très bien qu'elle performe dès qu'il y a un peu plus de bazar. En plus, en ce moment au Congo, il y en a encore plus qu'avant. Donc c'est là où on sème le plus efficacement possible. Oui, il y a quand même, ce n'est pas pour... Xavier Van Lier a parfaitement raison de rappeler que l'Afrique est un ensemble de problèmes complexes, et que la manière dont l'Occident a voulu poser sa marque en inventant des géographies politiques avec des frontières, en niant des modes de vie nomades ou sédentaires, a évidemment contribué à créer d'une part des guerres au moment de la conquête coloniale et des résistances, et d'autre part des problèmes au moment où l'Occident s'est retiré, qu'il s'agisse des Allemands, des Anglais, des Français ou des Belges. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont aujourd'hui les rebelles, les bandes armées brandissent un étendard précis en fait. Ils brandissent l'étendard vert qui est l'étendard du prophète. Donc autrement dit, bien sûr, on ne peut pas réduire ce qui s'est passé au seul problème musulman, mais il est quand même significatif que ces pirates aient décidé de s'attribuer une obédience à laquelle ils n'étaient pas obligés. Dans le cours de l'histoire, que des bandes armées se forment et mettent à sac une région, avant d'ailleurs généralement que le pouvoir en place ne finisse par les intégrer dans la police, ce qui est beaucoup plus simple que de se battre contre eux. On a vu ça sous toutes les latitudes, qu'il s'agisse de la France ou de la Chine. Voilà, ces gens-là se contentaient d'arriver et d'expliquer voilà, je suis paresseux et brutal, donc tu vas me donner ton grain, ton manioc, tes poules et si possible ta fille. Là, personne n'imaginait faire ça en brandissant une quelconque idéologie ou une quelconque religion. La religion s'est apparue effectivement avec les protestants, où là les bandes armées en profitaient pour expliquer qu'ils avaient mieux compris la Bible que Luther lui-même, et commençaient avec les hussites et les autres à semer un bazar joyeux et sanglant, tout en prétendant le faire sous l'autorité du Saint-Esprit. Mais voilà, c'est... En Afrique, on voit bien que voilà, ce ne sont pas les évangéliques qui décident brusquement de former des bandes armées. Oui, et puis alors le fait en plus de décapiter, ils sont tous chrétiens, et de les décapiter dans une église, c'est pas absolument anodin. On peut penser quand même que... Oui, il doit y avoir un message. Même si ce sont voilà, des gens simples et frustes, ils devaient quand même avoir une petite idée derrière la tête avant d'enlever celle des autres. Xavier Van Lier, vous vouliez rebondir
Non, mais pas du tout ça en cause, hein, en revanche, ce type de massacre, c'est arriver dans un village et massacrer absolument tout le monde pour faire régner la terreur et du coup diriger peu ou prou toute une zone pour montrer ce qu'il en coûte de leur résister. Bon, bah, c'est un de leurs modes opératoires. Oui, bien sûr. Oui, oui. Complètement. Oui, et même de Bah, faire fuir les autres pour qu'ils préviennent les villages voisins pour qu'ils se Ça rendent. ne signifie pas que l'islam n'a pas sa marque. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Le simple fait d'ailleurs que les groupes musulmans ou islamistes radicaux soient peureux avec des groupes criminels est un élément en soi. C'est-à-dire que c'est pas pour exonérer l'islam, c'est peut-être au contraire. Ça montre qu'il y a plus de facilité pour ce type de groupe euh, de choisir l'islam comme étendard. Quoique, et c'est pour ça que je suis un peu gêné sur cet exemple-là, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne les ADF pour quelque chose d'équivalent au Sheba ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est quand même. Par exemple, il y a plein de vidéos où ils dansent, en fait. Les groupes musulmans radicaux, normalement, ne dansent pas. Et là, ils Oui. dansent à l'africaine, dans une sorte de transe. S'ils dansent, alors Qui serait assez mal vu. Ce sont peut-être des islamistes modérés. Oui, c'est quelque chose d'assez, comment dire, animiste. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah bien sûr. Mais ça, C'est les oui. danses, limite, ils twerk, vous voyez? Oui. Ils Non, mais sont... je retiens mes mots parce Ah, que voilà, c'est on là va que- se faire censurer par l'Arcom, mais bon, je me tais. Donc, on en a fini avec nos amis Oui. Non, mais c'est juste pour terminer. Comme ça, je fais une belle conclusion. Arthur de Vatrigan. En France aussi, ça se passe comme ça. Où est-ce twerk, que, non, pas twerker, le lien entre les voyous, les bandits, les mafias, les tueurs et l'islam, c'est quoi le terrain de chasse privilégié des chasseurs de tête de l'islam? C'est les prisons, c'est là où on jette. C'est vrai, oui. Dire le lien entre les narcotrafiquants et l'islam est évident en France. Mohamed Merah, je rappelle, il faisait des go-fast avant d'aller flinguer des gamins dans une école juive. Donc il y a toujours, c'est évidemment qu'il y a toujours eu des liens et des liens, et l'islam en premier, c'est très bien où aller recruter. Oui. Bah, je ne sais plus quel est l'historien qui avait expliqué que le djihad c'était la razzia plus la religion, enfin plus l'islam. Je ne sais plus quel est cet Bah, historien. disons qu'on peut faire une Peut-être Jacques razzia, Peirce. mais on va au paradis. Oui, on voilà. rachète Ah bah votre oui. âme, quoi. En fait, c'est la différence majeure avec le christianisme qui, il y a quand même les péchés capitaux, il y a les 10 commandements, enfin il y a quand même un corpus qui fait que si on va buter notre voisin pour voler ses biens et sa famille, normalement on sait que c'est mal. Tandis que le musulman radical évidemment, pas le bon musulman d'amour, de paix, de tolérance, protégé par les lois françaises, mais et qui respecte les lois françaises bien entendu, mais le musulman méchant, qui twerk ou pas, c'est quand même écrit dans son livre saint que s'il le fait, il est un musulman pieux. Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire que le musulman pacifique enfreint ses lois, alors que le musulman radical respecte ses lois. C'est ça le drame profond de cette religion, soi-disant dictée par l'ange Gabriel à Mahomet. Enfin, par Dieu à Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Ce qu'avait répondu Rémi Brague à, ça y est, j'ai oublié son nom, l'avocat des Charlie Hebdo, qui passe Malka. à Richard Malka, qui voyait des liens partout en expliquant que les religions, les chrétiens, les juifs, les musulmans, même combat. Il avait expliqué, il a répondu de manière très simple. Je vais vous trouver toutes les justifications dans le Coran de Charlie Hebdo. Par contre, vous aurez du mal à trouver une seule justification de l'Inquisition dans les évangiles. Quoi, pas de l'Inquisition, de Torquemada dans les évangiles. C'est vrai, oui, Voilà. même du vol d'un paquet de bonbons. Hein. Évidemment. C'est pas possible, c'est mal. Est-ce qu'on a un peu de courrier avant de passer à la suite ? Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, une auditrice d'ailleurs, nous dit que il y a aussi dans l'Afrique le problème de la sorcellerie, autrement dit de cette une forme de religion primitive, et que pour eux, les chrétiens en fait sont des victimes qui peuvent être mobilisées dans le cadre de leur rituel. Voilà, et Madame Jumel avait écrit un livre, La sorcellerie au cœur de la République, aux éditions Carnot, et qui revenait sur justement ce phénomène de la sorcellerie, et donc qui est une manière aussi d'expliquer ce qui peut nous paraître être des actes évidemment répréhensibles, mais surtout d'une inutile férocité. Quentin Dugas, peut-être pour conclure sur ce sujet, ensuite on passe à la Syrie.
Sur le sujet, j'ai simplement en tête Cyprien et Daphrose Rugamba qui devraient être béatifiés et canonisés ensuite par l'Église, qui ont été parmi les premiers à être massacrés au moment du génocide rwandais. Et donc, de toute manière, il est vrai que même s'il y a à l'origine des éléments ethniques, très rapidement quand même la haine se retourne vers les mêmes, c'est-à-dire les chrétiens, puisque ceux-là qui ont démarré le génocide rwandais sont allés parmi les premiers massacrer cette famille, c'est-à-dire Cyprien et Daphrose incluent la totalité de leurs enfants, pour ensuite se précipiter dans leur chapelle familiale pour mitrailler le Saint-Sacrement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, puisque même quand des guerres partent de conflits ethniques, très rapidement, les premières victimes, ce sont les chrétiens. On en a fini. Ah, Xavier Van Lier, décidément, ça passionne. Vous étiez pas très chaud au début, puis là... Tout ça me rappelle mon enfance, si vous voulez. En fait, ce qui m'a frappé en arrivant en Afrique, qui je crois frappe en Afrique noire, ce qui frappe beaucoup de gens, c'est que, certes, il y a des violences commises en Afrique au nom de la politique. Certes, il y a des violences commises en Afrique au nom de la religion ou au nom de l'idéologie. Mais ce qui frappe, en tout cas systématiquement, quand on arrive dans ce type de pays, et notamment en République démocratique du Congo, c'est le niveau de violence générale, spontanée, qui imprègne l'ensemble de la société. En réalité, c'est quasi consubstantiel, c'est-à-dire que n'importe quelle bagarre de rue pour une broutille se finit à coups de machette et de marteau, avec des membres coupés. Le moindre vol sur le marché qu'on appelle marché aux voleurs se résout de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a une violence consubstantielle qui imprègne et modifie les rapports humains et sociaux dans ces sociétés, et que voilà, si le christianisme a probablement un rôle à jouer en Afrique, c'est bien celui-là, au-delà de la rivalité avec l'islam, c'est d'essayer d'extirper cette violence archaïque extrêmement présente, destructrice et pour tout dire, choquante. Oui. Et importée, puisque malheureusement, cette violence archaïque, on la retrouve dans nos rues. Alors, on va passer à un massacre plus simple, là, encore que pas si simple. C'est en Syrie, donc, depuis jeudi, plus de 1000 Syriens de confession alawite ont été massacrés par des djihadistes sunnites dans la zone de Latakia, donc sur le littoral syrien. Donc c'est parti d'une insurrection d'anciens partisans de Bachar el-Assad donc, et de confession alawite qui a éclaté jeudi. Dans une zone, elle aussi, à majorité alawite, et les rebelles donc, ont tenté de reprendre le contrôle de cette région pour se protéger des exactions régulières dont ils étaient la cible depuis le changement de régime et l'arrivée au pouvoir de M. al-Shara et de ses amis, donc de Ayad Sharir al-Tayr. Le vendredi matin, le gouvernement islamiste modéré a envoyé l'armée pour mater l'insurrection. Et il a aussi appelé, et là c'est un peu plus ballot, ou un peu plus maladroit, ou je ne sais pas quoi, ils ont appelé la population entière à la mobilisation, notamment à travers l'appel dans les mosquées. Et évidemment, ça a provoqué des réactions à la hauteur de l'appel. L'insurrection a été matée en 24 heures, mais ensuite, les groupes armés islamistes se sont livrés à des massacres de prisonniers, mais aussi de civils. Et on a pu voir circuler des vidéos absolument atroces d'exécutions sommaires et de torture. Et donc le nouveau président syrien a officiellement condamné les massacres, mais il n'a pas encore mené de répression contre les djihadistes. Et peut-être, alors ça, c'est peut-être la preuve supplémentaire de son rapprochement avec les comportements occidentaux, outre son joli costume. Il a lancé, je vous le donne en mille, une commission d'enquête sur les massacres. Et là, on peut se dire que là, on va bientôt retrouver les coupables et ils seront évidemment sévèrement châtiés. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire cette... Est-ce que nos amis djihadistes modérés font encore du bon boulot, comme le disait naguère Laurent Fabius? Moi, j'ai des questions, parce que j'ai bien écouté la matinale de Radio Courtoisie ce matin avec l'excellent Benjamin Blanchard, pour un peu éclairer. Et donc, j'en tire la conclusion qu'il y a deux réponses possibles. La première, c'est oui, c'est un islamisme modéré, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il essaye d'être inclusif, pas au sens dévoyé, mais au sens de « je sais que la Syrie est un patchwork et que je vais devoir faire avec ». Et donc, dans la commission qu'il a lancée, on verra si elle existe vraiment, mais d'après ce qu'a dit Benjamin Blanchard, il a fait appel à des Syriens exilés, et donc pas des djihadistes, pour la mener, ce qui montre une certaine objectivité.
Mais en même temps, pour faire Macron, dans ses actes, donc là c'est un premier acte, mais dans ses actes précédents, c'est dans l'armée, les chefs d'armée, il a nommé des étrangers, pas des Syriens, et des étrangers, c'est-à-dire des djihadistes internationaux, et à la justice, un bon barbu comme il faut, qui préfère les séparations de femmes et la burqa et compagnie. Et surtout, un ministre de la Justice dont on a vu des vidéos en train d'assassiner des femmes, soi-disant exécutées, parce que ça c'est un mot sémantiquement assez important, parce qu'on parle souvent d'exécution à tort et à travers. L'exécution, ça a un caractère légal. Si c'est pas légal, c'est un assassinat, donc même si c'est fait de manière directe et soi-disant propre, mais là, en l'occurrence, c'est peut-être une exécution dans le sens où il était déjà un personnage religieux important et il a, de ses mains, tué des femmes, soi-disant, donc adultères ou je ne sais quoi. Mais c'était effectivement une exécution. D'ailleurs, c'est sa défense. Oui. Il a expliqué que c'était légal au moment où il l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire dans les actes. Dans les paroles, il dit « je suis inclusif ». Dans les actes, il y a que il tue tout le monde, homme comme femme. Je parlais du président. Dans les actes, la commission qui nomme pour enquêter, globalement, c'est des types qui ont l'air plutôt objectifs là-dessus et qui, s'ils ont vraiment les moyens, peuvent le faire. Mais de l'autre côté des axes, c'est dans ce qu'il a nommé à des postes importants, c'est pas très modéré comme djihadisme. Mais ensuite, ce que j'ai écouté, ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que le problème, c'est qu'on renverse le pouvoir avec 50 000 types à qui on promet la charia et qu'en fait, on arrive une fois au pouvoir, vous êtes mort, mais non, ça va pas être la charia, ça va être l'inclusion. Forcément, on a du mal à contrôler. Donc de ça, je note deux possibilités ou deux réponses possibles. Soit il essaye vraiment, mais il est dans la mouise, soit c'est une énorme taquilla et puis ça va nous retomber sur la tronche d'ici 2 semaines. Comme en Afghanistan. Donc je sais pas, j'hésite entre les deux. Bon. Richard de Sèze, est-ce que vous pouvez trancher? Non, je suis incapable, je n'essaierai pas de rentrer dans le mystère du cœur et de l'intelligence du dirigeant syrien. Arthur de Vatrigan a dit quelque chose de très juste. La Syrie est une mosaïque, en fait, de rivalités politiques, de rivalités ethniques, de rivalités religieuses. Et là, pour le moment, celui qui a pris le pouvoir vient d'un clan précis et il n'est pas capable d'unifier un pays qui est à la fois sous obédience turque, puisque on sait que la Turquie l'a en partie aidé, avec des résistances internes de gens qui sont convenablement terrorisés à l'idée de voir un clan se venger des autres, et avec en plus un plan américain, un plan iranien, un plan israélien, chacun s'appuyant sur telle partie kurde, telle force armée. Il y a 5 ou 6 groupes en fait organisés en ce moment en Syrie et qui d'ailleurs possèdent des régions d'une certaine manière, et le pouvoir central est un pouvoir qui pour le moment est un clan parmi d'autres. La forme légale de celui qui dirige, mais sinon c'est les Armagnacs, les Bourguignons et le roi de France, et en fait tout le monde ne reconnaît pas réellement l'autorité de celui qui prétend être le nouveau dirigeant de la Syrie. Corentin Dugas ou Xavier Van Lierde, un mot sur cette insurrection, ces massacres de 3 jours. La circonspection générale, et je m'interroge aussi, je pense que le tableau qui a été fait de la Syrie est évidemment parfaitement exact, et donc on peut imaginer que ce nouveau président El-Shara est à la fois effectivement le membre d'un clan, mais qui fait preuve d'une grande intelligence politique, mais une intelligence politique pas au sens occidental, inclusif du terme. C'est quelqu'un qui sait jouer des rapports de force et qui visiblement va vouloir pactiser avec les uns, essayer de maintenir des équilibres, mater ce qu'il peut mater, composer avec ceux avec lesquels il devra composer, et que sur son échiquier, effectivement, il est extrêmement compliqué parce qu'il a son échiquier ethnique, il a son échiquier religieux, l'échiquier de rapport de force brutal, parce que c'est quand même aussi une mosaïque de groupes armés, les Druzes sont armés, lui-même a réussi à unifier toute une bande de brigands et de djihadistes sous son égide, mais c'était composite, son propre mouvement était composite, et en plus il y a le deuxième échiquier, avec toutes les puissances autour, qui effectivement ont déjà des ambitions. Enfin, il y a encore 3 jours, on parlait d'une possibilité d'intervention d'Israël pour aider les Druzes, parce qu'Israël, un objectif géopolitique, c'est bien connu, c'est d'aider les Druzes partout où ils sont menacés. Et donc les Druzes étaient menacés en Syrie, et ils envisageaient d'intervenir jusque dans la banlieue de Damas pour les aider. Voilà, on a parlé de la Turquie, etc., etc., et bien évidemment quelques intérêts occidentaux par-dessus. Donc voilà, je ne veux pas l'accabler, El-Shah, mais la tentative de maintien d'une Syrie unifiée, ou plutôt de restauration d'une Syrie unifiée, me semble quand même assez
assez complexe. Et si en plus il faut rajouter l'inclusivité, les droits de l'homme et la justice transitionnelle, c'est vraiment pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Corentin Duguest, un mot sur cette situation syrienne? Bah, je partage. Alors déjà, ça nous permet d'avoir des nouvelles de François Fillon. Puisqu'il nous a transmis une vidéo d'une religieuse d'un Carmel de Maaloula, qui est une des villes malheureusement ciblées par les attaques. Non, au-delà de la blague, en fait, je suis... c'est incroyable le chaos qu'on a réussi à créer au Moyen-Orient, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, en c'est 100 bien ans, débrouillé. On a fait du bon boulot. C'est quand même exceptionnel de débilité. Tout ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire que chaque chose que l'Occident a faite a conduit à un chaos tout à fait exceptionnel, quoi. Oui, toujours un peu plus fort. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à la mort lente mais certaine d'une population qui parlait français, qui était éduquée, pour une partie qui était chrétienne, qui en plus... Plus de 60% de la population parlait français en Syrie dans les années 70. Et puis aimait la France, était passionné de la France. Et donc, on a réussi non seulement à créer le chaos dans une région qui nous était amie, qui était admirative de ce qu'on faisait, de notre littérature, de notre histoire, mais non seulement on a créé le chaos, mais en plus on a créé leur disparition. Et à chaque fois, je me dis simplement ça, c'est-à-dire que l'avenir, personne n'a de boule de cristal, donc ça va être compliqué, même si là quand même il y a une pente descendante qui paraît un peu complexe à inverser. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'aimerais pas être à la place de nos dirigeants le jour où ils se retrouveront devant Dieu, parce que le jugement sera terrible. On a créé une situation là-bas qui est au-delà de ce que le diable aurait pu imaginer. Oui, alors après, les locaux se débrouillent assez bien, malheureusement aussi. D'ailleurs, ça pose la question de ce que sont les Alaouites. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous connaît les Alaouites, mais pour le coup, ce ne sont pas des chrétiens, je le précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui auraient peut-être une idée un peu reçue sur le fait que les musulmans ne tuent que des chrétiens ou des juifs. Mais les Alaouites sont en fait une sous-branche de l'islam. Alors, ce qui est étrange... c'est que c'est une sous-branche déjà du chiisme, donc autant dire que... Parce qu'on nous a beaucoup dit, oui, les Alaouites se font massacrer parce que c'est le clan de Bachar el-Assad et les nouveaux, en fait, veulent tuer les partisans de Bachar el-Assad. C'est loin d'être aussi simple et mafieux, pour le coup, ou criminel que cela. C'est-à-dire que c'est pas un règlement de compte entre clans. Il y a une dimension spirituelle extrêmement forte dans ces massacres parce que les sunnites, donc, qui sont ceux qui sont au pouvoir, qui sont les djihadistes, détestent peut-être encore plus que les juifs et les chrétiens, les chiites. Et parmi les chiites, il y a encore pire, ce sont les alaouites. Donc les alaouites, c'est une espèce de branche un peu ésotérique qu'on pourrait vaguement comparer au soufisme, si on veut faire dans le côté un peu, comment dirais-je, mystique, un peu... au courant, renseigné, c'est un peu gnostique en fait. Hein. Il y a quand même une forme d'enseignement et de révélation de secrets, sauf pour les femmes d'ailleurs qui sont supposées être directement enseignées. Donc c'est pas du tout une religion machiste pour le coup, c'est même un peu le contraire. Et c'est aussi donc c'est une communauté ethnique en plus. C'est un peu comme, je sais pas si ça vous parle, mais les yézidis. Ce sont en fait des spiritualités zoroastriennes, c'est-à-dire qui sont antérieures au christianisme et à l'islam, et donc on ne peut pas être alaouite si on n'est pas, par exemple, un Syrien de cette région. Ou alors, il y a quelques exceptions, mais c'est très très rare. Et donc ça, je pense que nos amis musulmans sunnites modérés, enfin islamistes modérés, ont une haine mais absolue de ce genre d'individus qu'ils jugent littéralement diabolique, mais littéralement, c'est-à-dire ils le disent, quoi. Pour eux c'est le diable incarné. Un alaouite ou un yézidi, c'est pire qu'à peu près tout au monde. Non mais c'est vrai, et d'où le fait qu'ils ont fait des marchands d'esclaves, enfin ils ont fait beaucoup d'esclavage avec les yézidis, avec les femmes yézidis, encore plus qu'avec les femmes chrétiennes. C'était vraiment pour eux, c'est moins que rien, c'est le yézidi et l'alaouite. Et puis après il y a le juif et le chrétien, qui sont pas non plus grand-chose. Donc voilà, ça je pense que c'est important de le comprendre aussi. Pardon ? Et l'athée.
Ah oui, c'est vrai, l'athée. Oui. Mais alors l'athée, je crois que c'est une question d'incompréhension psychiatrique ou psychanalytique. Enfin, je ne sais pas. Là, je pense que ça sort de leur tête et de leur grille de compréhension du monde. C'est-à-dire qu'un type n'ait pas de religion, là, ça... Alors, je vous laisse penser au changement de sexe. Bon, mais ça sera encore un autre sujet. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'ils ne réagissent pas simplement comme des barbares sanguinaires. Il y a vraiment derrière la réaction de ces djihadistes quelque chose de tout à fait réfléchi, profond, ancré. Et je trouve que c'est dommage souvent de caricaturer les crimes des djihadistes en les mettant malheureusement au niveau justement d'un athée lambda. Il y a une spiritualité qui guide profondément les crimes des djihadistes. C'est vraiment important, je pense, de le savoir. J'ai dit. Non, mais c'est vrai, ça me semble vraiment important parce qu'on a vraiment toujours tendance à traiter ça à la va-vite. Quoi. Non, c'est surtout, Richard de Sèze. On a tendance à oublier cette dimension religieuse parce qu'on est occidentaux et donc très attachés depuis les guerres de religion à une forme de rationalité. Aux rapports de force, aux partis politiques, aux idéologies, et on n'imagine pas effectivement que sur le reste de la planète, le sentiment religieux est encore assez vif pour déclencher ce type de persécution. Absolument. Voilà, ça n'existe plus que chez les islamistes et les communistes, qui sont une autre forme de religion, voilà, et qui ont effectivement une haine incroyable pour ceux qui ne croient pas comme il faut. Est-ce qu'on a fini sur ce sujet? Alors, il y a quelques un message d'un auditeur qui nous dit « Bonsoir à tous dans votre excellente émission. Je viens d'entendre le témoignage de Mère Agnès Mariam de la Croix, mère supérieure du couvent de Mahaloula. Elle parle de plus de 10 000 morts, des immeubles entiers vidés et leurs occupants massacrés. » Mais où? Dans Mahaloula dans la région de l'Attaqué. Oui, c'est ça. Ah oui. Des immeubles entiers vidés et leurs occupants massacrés, des villages entiers brûlés et des cibles sont chrétiennes. Bon. C'est la supérieure du Carmel. Oui, je sais, oui. Je la connais. Mahaloula. Bon, écoutez, on va écouter un petit message et on revient ensuite pour parler encore d'islam, mais cette fois-ci en Angleterre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous sommes à nouveau dans le studio de Radio Courtoisie, donc oui, n'hésitez pas à nous aider, chers amis, puisque c'est vraiment grâce à vous. Vous le savez, Radio Courtoisie n'a pas de subvention, n'a pas de publicité, et nous choisissons d'être libres, mais pour être libres, il nous faut absolument le soutien de nos auditeurs. On va en profiter pour lire quelques messages, donc ensuite on parlera du roi Charles et de son épouse Camilla qui participe au Ramadan. Donc un auditeur de Bad Kreuznach en Allemagne qui envoie 100 €. Il nous dit « Quel plaisir de retrouver votre radio que j'écoutais quand j'étais étudiant. L'accroche de celle-ci était la radio du pays libre et de la francophonie. Aujourd'hui, on suit vos émissions sur YouTube. J'apprécie Ligne Droite. Continuez votre travail de réinformation. Votre rôle est essentiel. C'est pour cela que je vous adresse un chèque de soutien. Cher monsieur, vous avez tout compris. Un grand merci à vous. » Un auditeur de Paris envoie 20 €. J'écoute régulièrement votre radio, ma retraite est modeste. Je ne souhaiterais apporter ma contribution en signe d'encouragement à poursuivre votre belle aventure, essentielle dans cette ambiance délétère. Eh bien, cher monsieur, merci. Et merci en plus si effectivement vous faites un geste généreux avec des moyens modestes. C'est doublement méritoire. Méritoire aussi comme cette auditrice de Crozant dans la Creuse qui envoie 50 €. Je vous remercie vivement de votre accueil si chaleureux à l'occasion de mon passage à l'émission de Catherine Distinguin en décembre. Voici ma modeste mais sincère contribution à l'œuvre remarquable que vous menez pour la défense de nos valeurs communes et nobles. Eh bien, chère madame, merci. Et j'en profite, nous, pour souhaiter tous nos vœux de rétablissement à notre chère Catherine Distinguin, qui a dû interrompre ses émissions temporairement, et j'espère qu'elle nous reviendra bientôt et en bonne santé. Une auditrice de Paris envoie 150 €. Merci pour vos émissions et votre engagement pour notre pays et nos valeurs. Eh bien, chère madame, merci à vous, parce que c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos 150 €, que nous pouvons nous engager. Et en fait, vous êtes tout autant engagés que nous, je vous le garantis. Engagé également comme cet auditeur de Moigny-sur-École, dans l'Essonne, qui envoie 100 € et qui nous dit « Je vous fais parvenir ma modeste participation annuelle. Je remercie les jeunes femmes de Ligne Droite, courageuses, intrépides, énergiques. Je les complimente pour la qualité de leur travail. Je les adore. Tous mes souhaits de réussite. » Eh bien, merci beaucoup, cher auditeur. Bon, puis maintenant, il y a deux messieurs dans la matinale, donc... Ouais, mais on fait pas le poids. Non.
Un auditeur d'Orsay dans l'Essonne envoie 120 €. Je vous envoie un don pour vous remercier de votre courage et de la qualité de votre travail. Quand je recherche une émission de vérité et de réflexion, je me dirige sur votre fréquence parisienne. Je vous écoute tous les jours car vous avez tant de choses à m'apporter que je ne connais pas. Vos points de vue s'accordent aux miens et les renforcent. Eh bien, cher monsieur, vous venez de résumer effectivement notre mission, c'est de vous apporter des munitions intellectuelles pour renforcer vos propres convictions, pour éventuellement parfois les défriser un peu, mais néanmoins, voilà, pour vous apporter du réconfort, de la distraction, du savoir, et grâce à vous, donc nous y parvenons. Alors on va poursuivre, avant encore une fois de parler de Donald Trump, de parler du ramadan anglais, la séquence promotionnelle. Parlons peut-être de Politique Magazine. Excellente revue. Excellente revue dirigée par Richard de Seize, bien sûr, avec une planète Terre déguisée en Trump. Alors, de quoi est-ce que l'on parle dans Politique Magazine de mars 2025 ? Eh bien, il y a plusieurs articles justement qui parlent de Trump et de la manière dont il est en train de redessiner la carte du monde, de redessiner l'exercice du pouvoir. Il s'agit évidemment plus de réfléchir sur la manière que de tirer des plans sur la comète en se demandant quelles vont être les suites des décisions ou des annonces qu'il fait. Et donc voilà, c'est une manière de saisir le personnage, son entourage et ses principes. Et puis, comme d'habitude, des articles d'actualité sur la France. Bizarrement, nous disons du mal de Macron, qui n'a pas l'air d'avoir choisi le véritable intérêt général, et une grosse partie culturelle, comme d'habitude, avec un excellent article de Michel Bouvier sur la manière de parler littérature quand on est une femme, et donc il dresse la liste de tous les mots qui permettent d'éviter auteur, autrice et auteurice. Oui. Voilà. Alors je vois aussi la trogne de Monsieur Al-Joulani, Monsieur Al-Shara, donc dans son beau costume et sa tête d'assassin. Parce que nous avons à chaque fois une analyse politique depuis plusieurs numéros sur la Syrie et la manière dont ça évolue. Et cet article est la deuxième partie d'un article qui est paru dans le numéro de février, où justement on dressait le tableau de toutes les forces politiques en présence à ce moment-là, ce qui permettait de se rendre compte que c'était raisonnablement compliqué, un peu plus sans doute que Jean-Noël Barrot n'a l'air de le croire. Bon. Alors, on se procure, donc, Politique Magazine, comment d'ailleurs ? Richard de Seize, comment est-ce qu'on se procure il s'en fout, on a parlé de son magazine. Non, je lisais les messages des auditeurs de Radio Courtoisie. On va sur politiquemagazine.fr et on commande. D'accord, voilà. Et ça coûte ? Et ça coûte 8 € si on tient absolument à l'acheter au numéro, mais je vous conseille véritablement de vous abonner, c'est tellement plus confortable. Voilà. Et là, pour l'abonnement, vous avez un bulletin d'abonnement sur le site, évidemment, et puis à un moment donné dans le journal, je vous laisse le feuilleter, mais voilà, 1 an, 11 numéros, 80 €, c'est quasiment donné. Bon, dans l'incorrect, là aussi, cette fois-ci, on parle d'intelligence artificielle de A à Z, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je dois confesser que je viens de l'avoir entre les mains, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi aussi. Ah bon? Alors, il y a eu le grand raout là, sur l'IA, tout ça. Je vous avoue que c'est moi un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Et ce qui est bien quand un sujet ne vous intéresse pas, quand vous êtes journaliste... Le roi de la promo. Hein. Eh ben, mais non, justement, là c'est le début. Et donc, quand c'est un sujet qui vous intéresse pas et que vous recevez des papiers, vous construisez un truc, vous voyez tout de suite si ça devient intéressant ou pas. Et ben, je me suis passionné pour le sujet parce que on a fait une partie un peu philo avec Thierry Ménessier, Olivier Ray, qui sont l'un et l'autre spécialistes de l'IA et qui ont deux approches différentes. Et donc, pour donner un peu de hauteur à tout ça. Puis après, on est rentré dans le vif du sujet avec des spécialistes sur l'armée. Concrètement, l'IA aujourd'hui dans l'armée, qu'est-ce que c'est et comment ça va changer. Par exemple, j'ai appris que le canon César, il est équipé d'une IA, il tire 2 fois mieux qu'avant. Une IA allemande en plus. Comme qu'on peut faire une coopérative. Il y a dans l'école, il y a dans la santé, dans les banques, dans l'art, Burgala qui est très très énervé contre l'IA dans l'art parce qu'il voit, dans la musique, oui. Notamment dans la musique, ce que ça va créer. Bref, on fait un panorama complet de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qui peut changer ensuite pour des côtés certains positifs et pour d'autres surtout négatifs. Bon. Alors on trouve également... Moi qui ne suis pas intéressé par le sujet, j'ai trouvé ça passionnant. Bon, eh ben, encourageons donc nos auditeurs à se procurer l'incorrect. Ils y trouveront également l'excellente chronique de Richard de Seize, mais il est décidément partout. L'abondance est-elle de droite? En plein carême, c'est vraiment tordu ça. Oui, c'est vrai, tiens. De très bonnes pages également culture ou art de vivre. Donc, les deux, mon cher, les deux. Les deux, oui. Casser les œufs, donc il y a un sujet sur la mayonnaise. Enfin bref, voilà, beaucoup de choses. Drôle, oui. Le succès littéraire anglais, vous savez...
De quel bouquin est-ce? Le succès littéraire anglais du qui moment. arrive en France, de Thomas Dilly, La Table Ronde, version woke. Mon Dieu. Eh oui. On a bien les trois Je vous annonce mousquetaires. que alors. Lancelot est gay. Ah. Et donc, Et pourquoi Romaric pas Sangart nous a fait, qui est passionné par le sujet de la table ronde et la matière de Bretagne, Et Merlin a est noir. tout lu. Il a fait une analyse très intéressante de ce best-seller, comme on dit là-bas, chez eux en Angleterre, et qui arrive chez nous. Moi, j'attends quand même un jour où on fera un biopic sur Nelson Mandela blond aux yeux bleus. Je trouve que ça serait mérité. Incarné par François Civil ou Pierre Ninet, Voilà. évidemment. Combien ça coûte? Ça coûte 7,90 7,90 €. Mais Et à l'abonnement, l'abonnement, c'est moins cher. Ah, évidemment. C'est 70 € plus les frais de port. Allez, on vous Ça encourage. vaut 3 politiques magazines, tout ça. 70 € plus les frais de port, en fait, vous êtes plus cher qu'à l'abonnement annuel que non? Eh non, mon cher ami. Un an, Bon. un an, 85 numéros, 85 euros. 85 Voilà, numéros. 5 euros plus cher. C'est pas cher. Mais non, bien Bon, sûr, allez. c'est pas cher. C'est pas cher. C'est une Les marchands excellente de tapis, revue. là. Eh oui. On va passer donc au Ramadan. Le Royaume-Uni, donc le roi Charles, participe à son propre grand remplacement. Il a l'air content, il est tout réjoui. Donc, avant le Ramadan, le roi Charles et son épouse, la reine Camilla, donc, ont rendu des visites à la communauté musulmane du Royaume-Uni et ils ont notamment participé à l'emballage des dates prévues pour la rupture du jeûne sur les vidéos. Donc, on voit le roi tout élégant, comme d'habitude, avec un beau costume bleu, une chemise blanche, une cravate à motifs, machin, etc., qui emballe les fruits secs et une boîte de biryani, ça doit être des pâtisseries, qui doivent être distribuées donc, pendant le Ramadan. Et le 2 mars, les appartements du château de Windsor donc, ont accueilli un ftour géant, c'est-à-dire une espèce de banquet, qui réunissait 350 personnes de confession musulmane. Et pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni, comme s'en félicitaient plusieurs médias anglais, on a entendu retentir l'appel au jeûne et à la prière lancé par un muezzin. Alors ça, j'avoue que moi, ça me choque un peu, mais après tout, tout est possible. Arthur de Vatrigan. Pour vous dire, quand vous avez annoncé ce sujet, je me suis dit chic, et puis je me suis dit zut. Chic parce qu'on va enfin pouvoir dire du mal des Anglais, et on dire plus que d'habitude. Zut parce que c'est le carême et que c'est pas bien. Et triple zut, c'est qu'en fait, on fait pire chez nous en France. Dites-moi. Un exemple, le 18 mars prochain, à l'Iftar, rupture du jeûne, grande mosquée de Paris, vous savez qui y va? Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Grande mosquée de Paris étant la base algérienne du pouvoir algérien en France. On a un écrivain franco-algérien en prison. On a des recteur de la rapports grande cordiaux mosquée, avec l'Algérie. le recteur de la grande mosquée est le perroquet de Tebboune. Il s'en cache même pas. Ah bah, Et bien donc sûr, nous, on oui. a notre ministre de l'Intérieur qui va le faire un léchage de babouche à l'Iftar dans la grande mosquée. Donc ce que fait le roi Charles à côté, c'est beaucoup moins ridicule que nous, je trouve, malheureusement. Bon, la balle est dans la pierre dans le camp français. On vous tourne le dos, monsieur de Vatrigan. Richard de Sèze, qui est anglophobe comme pas un. Oui, non, là, j'avoue que... Vous êtes anglophone. Oui, d'abord, j'avoue... En plus, ça, vous avez le droit. Je revendique Profitez-en. mon anglophobie, j'en suis fier. L'Angleterre est un fleuve de pu lâché sur le monde. Et il faut quand même prendre une fois de plus la mesure de la manière dont Charles III est en train systématiquement de détruire, bien sûr, tout ce que l'Occident chrétien peut représenter et auquel l'Angleterre, bon gré mal gré, a participé. Mais il faut aussi souligner qu'il y a une espèce de fascination pour l'islam dans l'intelligentsia anglaise qui ne date pas d'hier. Ça fait 200 ans que les Anglais voient en fait dans l'islam et la geste héroïque de l'islam une espèce d'épopée homérique à laquelle ils rêvent de participer. Ils rêvent de reconstituer un empire arabe. Et on l'a vu tout au long du 19e et dans les 30 premières années du 20e siècle, il y a un tropisme musulman très très fort chez les Anglais et qui d'ailleurs n'a pas été payé de beaucoup de retours, sinon par la manière dont British Petroleum a effectivement pu profiter des manœuvres prétendument généreuses de l'Empire anglais. Voilà. Mais j'avoue en même temps que le fait que le roi d'Angleterre se ridiculise sur cette affaire-là par rapport à toutes celles où il s'est déjà ridiculisé, je n'arrive pas à me sentir plus scandalisé qu'à l'ordinaire. C'est vrai ? Voilà. Oui.
Et oui. il a déjà été nul sur 20 sujets, il s'est déjà rendu grotesque avec ses aquarelles, il est déjà, totalement déconsidéré avec son écologie. Ce type est un rapace qui possède un domaine personnel dans lequel il fait régner des lois antédiluviennes. Voilà, donc, Et d'ailleurs, avec une morgue et une dureté effectivement terrible, on se souvient de scènes où il gourmandait comme ça un valet, littéralement, qui ne lui avait pas sorti son stylo assez vite, qui ne lui avait pas apporté son stylo assez vite. On raconte qu'il se fait mettre du dentifrice sur sa brosse à dents par un valet. Et ce type va emballer des dates pour le ramadan. Non, mais de qui se fout-on ? Pardon. Mais non, mais c'est vrai. C'est quand même incroyable d'hypocrisie. C'est-à-dire ce type qui se fait poser une goutte de dentifrice sur sa brosse à dents va nous emmerder, pardon, mais à faire le malin avec ses dates. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et tout ça pour complaire à une communauté qui est en train de prendre, disons, de plus en plus de place au sein de son pays. Mais surtout, pour rester poli dans le cadre de la loi. Il le fait à un moment précis de l'histoire d'Angleterre où l'ensemble des viols commis par cette communauté est en train de scandaliser le monde entier, et avant même qu'Elon Musk n'en parle. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il est nécessaire de s'afficher avec une communauté qui n'est pas une communauté opprimée, mais qui est une communauté qui recèle des oppresseurs. Quentin Lugast, ensuite, Xavier. Moi, je vais me répéter un peu par rapport à la dernière fois, puisqu'on avait parlé, il me semble déjà, de notre bon Marc Daviano, qui a été béatifié par Jean-Paul II. Et bon, c'est vrai que moi, je suis un peu... Inventeur du cappuccino. Hein. Exactement. D'où sa béatification. C'est pour ça qu'il a été béatifié. Je ne sais pas s'il sera canonisé un jour. Il faudra peut-être attendre une nouvelle ère. Mais effectivement, il a été béatifié par Jean-Paul II. Et moi, je suis un peu idiot, mais j'ai tendance à regarder l'histoire de l'Europe et à me dire, c'est quand même fascinant cette manie de refaire systématiquement les mêmes erreurs quand même dans notre histoire. C'est-à-dire que ça nous est déjà arrivé 2 fois. Il y a eu l'Espagne, ils ont quand même mis 800 ans à s'en remettre. 800 ans, c'est long. Et puis il y a eu ensuite la venue de l'Empire ottoman qui est quand même arrivé jusqu'aux portes de Vienne, avec un empereur qui ressemble assez étonnamment au roi Charles, c'est-à-dire que l'empereur Léopold était prêt à supprimer les croix et tout signe extérieur pour ne pas offenser la gentille armée ottomane qui venait massacrer tout le monde sur son passage. Et il a fallu le courage de ce saint moine, donc, qui a été béatifié, Marc d'Aviano, qui lui s'est dit, à mon avis, la cohabitation va pas être paisible, et donc il faut qu'on agisse rapidement, et c'est lui qui a appelé au secours les Polonais, qui ont débarqué avec leur armée, et c'est lui qui ensuite, pendant plusieurs jours de siège, a prêché et a encouragé les armées, passant entre les rangs sur son cheval pour défendre la ville de Vienne. Donc régulièrement, on fait les mêmes erreurs, régulièrement, on a les mêmes sympathies pour un ennemi. Il y a quelque chose de... Les mêmes faiblesses, exactement. Et donc il y a le même syndrome de Stockholm qui se balade régulièrement, tel le Covid de siècle en siècle, et revient COVID par mental, vague. pour paraphraser le Covid mental. Voilà. Xavier Van Leerde. Ce que j'ai trouvé intéressant dans notre échange et dans cette espèce d'examen parallèle et conjoint des situations britanniques et françaises, c'est que ça recoupe un premier débat assez académique pour savoir si face à l'islam, qu'est-ce qui était le mieux, le communautarisme britannique ou l'assimilation française. Mais bon, au final, ce dont on se rend compte, c'est que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le modèle monarchie qui tolère les communautés comme la Grande-Bretagne ou la République française universelle et assimilationniste, à la fin, ça se termine de la même façon, c'est-à-dire par une forme de soumission. Non, mais ça se termine de la même façon, par une forme de soumission. C'est-à-dire qu'au même moment où on a donc l'ouverture du Ramadan dans le grand hall du château de Windsor à Londres, eh bien, on a effectivement notre ministre qui va aller à la Grande Mosquée de Paris, mais surtout cette exposition absolument effroyable des nouvelles reines dans la basilique de Saint-Denis. Ah oui, alors ça, est-ce que vous pouvez en dire un mot, Xavier ? Voilà, où sont enterrés quand même les rois de France et aussi Charles Martel, où ils se trouvent leurs gisants. Et donc, il y a cette exposition complètement vraisemblable baptisée Nouvelles Reines. Et les Nouvelles Reines
ce sont des musulmanes voilées qui sont donc exposées au sein même de la crypte. C'est-à-dire que c'est une sorte de figure même, de geste du grand emplacement qui est mis en place. Et de la même façon... Charles quand on Martel, voit- pardon, je vous coupe, Xavier, mais qui, selon la plaisanterie bien connue, avait arrêté les Arabes à moitié. Oui, c'est ça. Moi, ça me fait toujours rire. Et en fait, c'est une forme de profanation en réalité. C'est-à-dire qu'on met en scène notre soumission par une forme de profanation à la fois politico-religieuse et les images du château de Windsor, c'est la même chose. On voit au plafond l'ensemble des blasons des grandes familles, j'imagine, et des clans britanniques, des aristocrates britanniques, et puis en dessous, dans ce lieu saint de l'Angleterre politique et aussi quand même Religieuse. bah, Ça c'était reste bien- vaguement chrétien. Voilà, c'était quand même bien la peine de vouloir tout maîtriser pour en finir là, quand même. Ah oui, d'autant que, encore une fois, ce drame de certains Occidentaux qui ne comprennent décidément rien aux gens qui ne sont pas comme eux, quand les musulmans mettent le pied quelque part, et notamment quand ils lancent l'appel du muezzin, pour eux, c'est chez eux jusqu'à la fin des temps. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est que j'emprunte les mots à Florence Bergeau-Blaquière, qui connaît quand même un petit peu l'islam et spécifiquement l'idéologie des frères musulmans, et elle écrivait sur son compte Twitter, vous ne pouvez, en parlant donc de ce lancement du jeune dans le château de Windsor, vous ne pouvez imaginer ce que signifient ces images glorieuses pour la représentation des frères musulmans en Europe et pour les musulmans du monde entier. La terre d'Angleterre est Dar al-Islam, territoire de l'islam, avec la permission de son roi. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on se la joue inclusif et neutre. Oui, On considère que nous sommes défaits et que nous travaillons à notre propre disparition. et que nous courbons la nuque pour qu'on nous la coupe, cette tête, comme les autres. Non mais ça, c'est incroyable. J'en veux presque encore plus aux Occidentaux stupides qu'aux musulmans qui déboulent chez nous. Chesterton avait écrit un très bon roman, L'Auberge volante, où il décrivait, et ça au début du siècle, la manière dont l'Angleterre devenait musulmane à cause de la trahison en fait de la haute aristocratie anglaise. En fait, c'est ça qui est fascinant. Pour revenir au débat initial, communautarisme d'un côté, assimilationnisme de l'autre, ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, qu'on soit britannique, attaché au modèle communautaire ou français républicain, la seule chose qu'on met en avant, c'est une sorte de neutralité axiologique qui est en fait notre propre vide. C'est-à-dire qu'on se décrit comme quelque chose qui n'a pas de substance. Oui, mais je ne dirais même pas une neutralité. Tout le contraire. Je ne parlerai pas de neutralité, Xavier, parce que, sincèrement, de la même manière que Macron n'a évidemment pas fêté un bon carême, il se trouve que le carême et le ramadan surviennent de manière concomitante cette année. Mais on n'a vu aucune autorité de la dite République souhaiter un bon carême aux catholiques, et le roi Charles III n'est certainement pas allé célébrer le début du carême avec une communauté catholique. Il aurait pu aller en Irlande du Nord, je ne sais pas, il aurait pu faire quelque chose, quoi. Ça existe, les catholiques au Royaume-Uni. Donc, malgré tous les efforts pour les éliminer. Oui, mais c'est vrai. Et donc, il y a quand même un deux poids, deux mesures qui est pire qu'une forme de neutralité. Il y a une forme de complicité active à son propre remplacement qui est proprement ahurissante. C'est incroyable. Mais il y a eu, Arthur de Vatrigan, d'après beaucoup de témoignages, notamment dans les grandes villes, des églises bondées pour le mercredi descendant. Ah ben ça c'est bien. Voilà, enfin une bonne nouvelle. Bah oui, ça veut dire quelque chose quand même. Ben évidemment, oui. Corentin Dugast. Oui, parce que c'est vrai qu'on est tenté, en regardant l'actualité, d'imaginer que nos élites sont le peuple. Or, il y a quand même un écart immense entre nos élites et le peuple, et fort heureusement, puisque très souvent, ceux qui sauvent la France viennent directement du peuple, et en général, les Jeannes, on les voit arriver que sur la fin, quand la baffe est déjà partie. Il y a même une différence entre les fidèles et le clergé, donc on est peut-être sauvés. Oui, c'est vrai. Non, ce que je voulais rajouter simplement par rapport à la question de la prise de territoire, c'est que très souvent, quand on analyse la stratégie de l'État islamique, la stratégie des musulmans, etc., on voit ça que on va étudier le texte, on va dire, bah, vous voyez, là, ils ont une stratégie, etc., dans le texte, Dar al-Islam, la communauté, etc. Mais en fait, ils l'ont exposé, cette stratégie,
quand j'étais en études à Budapest, qui est une ville de la résistance, on avait un professeur qui nous avait téléchargé et traduit les magazines de l'État islamique, qu'il se partageait, qui étaient rédigés par l'État islamique pour encourager les troupes. Et l'une des premières unes de ce magazine était la place Saint-Pierre avec un drapeau de l'État islamique au sommet de l'obélisque qui est au centre de la place Saint-Pierre. Et ils expliquaient, en fait, leur stratégie est très, très, très claire. Elle est même publique, si j'ose dire, puisqu'ils la mettent dans leur magazine, qui est de conquérir, de réussir, pour une fois dans l'histoire, à conquérir l'Europe. Et comme on a une Europe qui est faite majoritairement de gens faibles à sa tête, sauf quelques exceptions, comme la Hongrie par exemple, eh bien c'est évidemment le moment propice. Et on voit bien, ils peuvent faire n'importe quoi, et plus c'est gros, plus ça passe. Toujours une excuse. On trouvera toujours une excuse. Et aujourd'hui, quand vous allez à Londres, pardon de le dire, mais ils ont gagné. Oui, vous me direz quand vous allez à Paris. Oui, à Séville, ils avaient gagné aussi. Hein, Oui. pas... Alors, oui, je reprends ce que vous disiez, Corentin Dugas, sur le magazine de l'État islamique, et je vous en renvoie, moi, au magazine d'Al-Qaïda. Parce que ces gens ont de la lecture. Connaissez-vous le nom du magazine d'Al-Qaïda ? Al-Qaïda Magazine. Non. Le parfait petit kamikaze. Al-Andalus. Ah oui. Et ça, c'est intéressant, parce que Al-Andalus, c'est le nom de l'Espagne arabisée, islamisée. Et ce qui veut dire que, encore une fois, quand on parle de leur mémoire à eux, ils n'oublient jamais, et ils ont en tête des objectifs qui dépassent de très 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 loin un quinquennat, quoi. C'est vraiment rien à voir. Je crois que vous... Non ? Oui, si, juste deux petites choses. Sur l'Europe, en effet, on est très faible, mais c'est aussi à ce moment-là que ça se réveille. On peut parler de la France et de l'Angleterre. L'Angleterre, l'avantage, c'est que quand même, malgré toute la haine qu'on a contre la laïcité, elle nous a fait gagner peut-être 10 ans ou 5 ans, on va dire, l'Angleterre a 5 ans d'avance sur nous. Mais en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, en fait, un peu partout, ça bouge. Il n'y a que chez nous, ça ne bouge pas. Donc, soit on se dit c'est une bonne nouvelle, soit on se dit, c'est à ce moment-là que ça va se rencontrer, et donc ça, forcément, ça va péter un peu fort. Ensuite, sur l'islam qui... depuis que l'islam est l'islam, dès qu'elle plante un drapeau, elle considère que c'est chez elle ou chez lui, c'est très bien. Sauf qu'il y a une nouveauté, c'est que là, il y a un pays qui a le nucléaire. Et c'est peut-être ça qui est peut-être assez inquiétant, parce que et la France et l'Angleterre ont le nucléaire. L'Angleterre, ils sont plus en avance ou plus en retard, ça dépend dans quel sens on le prend. Autant la guerre de dissuasion, même avec Poutine, j'y crois. Autant la guerre de dissuasion, mais avec un islamisme modéré, là, tout d'un coup, je la vois plus. Donc, je dis, c'est peut-être la nouveauté qui m'inquiète un peu plus. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça nous mène, si on en a fini, on va passer tranquillement à notre sujet d'une défense européenne, mais on va lire effectivement quelques messages d'auditeurs. Alors, le roi Charles III est le chef spirituel des Anglicans pour l'Angleterre. Son geste est encore plus grave. C'est vrai. Voilà. En ce qui concerne le roi d'Angleterre, qui a reçu la communauté musulmane en cette période de Ramadan, le président français, lui, a bien reçu la communauté juive lors de Hanouka. Les musulmans, dans leurs livres sacrés, vénèrent notre Seigneur Jésus-Christ, à contrario de la communauté hébraïque, qui l'ont condamné. Je ne peux que soutenir la démarche de Sa Majesté Charles III. Je viens d'entendre des regrets. Les auditeurs sont nombreux, comme les chapelles. Ça n'engage que cette personne. Voilà, oui, mais voilà. Il faut les lire. L'idée, c'est de lire. Je viens d'entendre des regrets concernant nos corréligionnaires chrétiens au Moyen-Orient. Il faut cependant dire que l'intervention française et la diabolisation du régime syrien, du régime algérien, du régime libyen n'ont en rien favorisé la réputation de la France, ni le soutien de notre monde chrétien. Le soutien inconditionnel de la France à l'État israélien, par exemple, est révélateur de la manière dont la géopolitique n'est plus comprise au Moyen-Orient. J'ai l'impression que nos ondes sont squattées par un certain nombre de gens qui ont des messages spécifiques à faire passer. Voilà, mais aussi quelqu'un qui déplore le fait qu'on ne parle que des victimes alaouites dans les journaux télévisés et pas des victimes chrétiennes. Ça viendra. Pour l'instant, on vient d'avoir 3 jours de pogrom sur les Alaouites. Oui, voilà. Non, mais... Oui, bien sûr. Mais... Hiérarchise là-bas. Alors, je profite des 2 précédents messages pour mettre en garde. J'avais lu il y a quelques semaines, je pourrais essayer de le retrouver pour un prochain numéro, un article extrêmement intéressant qui décrivait la stratégie qu'ont un certain nombre de groupes musulmans liés aux frères musulmans pour séduire les milieux de droite en mettant en avant le fait que l'islam conservateur viendrait régénérer
l'Occident décadent et qu'ils étaient les alliés naturels de tous les conservateurs européens, car ils avaient une même dénonciation des woke, de la décadence, de l'avachissement, Oui. etc., Mm. etc. Et très Et clairement, Guénon est ils leur ont prophète. des messages très proches de ceux qu'on vient entendre. Et donc, il faut vraiment, je pense, s'immuniser contre Oui. ce genre de manœuvre, car il s'agit de manœuvre. Oui, Après je suis d'accord. Poutine, Et ça les existe à musulmans. droite. Ça, c'est vraiment, effectivement, c'est un vrai il y a- courant il qui y a- existe. Enfin, désormais, quand on entend Guénon, il faut se méfier. Voilà. Ouais, et surtout, quand, Ah quand- oui, quand mais quelqu'un Guénon, dit qu'il donne ceci, raison à Charles III, là, on peut légitimement suspecter tout le message. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est fascinant, ouais. Je veux dire, Poutine c'est sa méthode, les Américains c'est aussi leur méthode, les musulmans c'est leur méthode, ou non, peut-être, bon, on peut être décadent, mais on a peut-être envie que notre pays existe avec ses Existe un frontières peu, oui, et change oui. pas de drapeau non plus, quoi. Peut-être parce que tous ces gens remarquent quelque chose que nos dirigeants nient et combattent, c'est que, vous l'avez dit à Arthur, il y a une réaction qui ne se traduit pas toujours politiquement, mais ils se mettent du côté de la majorité silencieuse ou brimée, ce qui Oui. est assez habile. Oui, bah Oui, 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 oui. Alors, oh là, une grosse rafale de messages. Donc, on va attaquer notre sujet suivant et on les lira juste après. On parlait de la bombe atomique aux mains des islamistes dans un joli scénario signé Arthur de Vatrigan. Là, pour l'instant, c'est Macron et la Grande Europe. Donc, un avenir est-il possible pour une défense européenne ? Donc, le 6 mars, lors d'un Conseil européen extraordinaire, Emmanuel Macron a déclaré que face aux nouvelles menaces, et notamment celles représentées par la Russie, l'Europe devait être prête à avancer sans les États-Unis. C'est bien, ça fait jamais quand même que 5 ou 10 ans, je crois, que les États-Unis nous répètent qu'ils vont bientôt lâcher l'Europe et qu'il serait temps qu'on marche comme des grands, ou qu'on roule sur un vélo à 2 roues et pas à 4. Et il nous dit donc, Emmanuel Macron, l'Europe de la défense devient une réalité, car il nous faut équiper davantage, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. Et il nous annonce tout de go, donc qu'il veut augmenter le budget de la défense en le faisant passer de 2 à 5% du PIB. Et il nous le vend comme ça, sans une seule augmentation d'impôts. Et il nous dit, et là ça pourrait être le point peut-être séduisant de cette affaire, c'est qu'il faudra produire plus d'armes et de munitions. Et il prétend vouloir réunir les industriels du secteur dans les prochains jours pour faire des investissements supplémentaires et indispensables. Ça, à la limite, ça pourrait sembler un signal de réveil, mais la question c'est, est-ce possible ? Y croyez-vous autour de cette table ? Le problème c'est que quand Macron dit qu'il va Arthur de Vatrigan. augmenter les impôts, il les augmente. Donc Oui. c'est toujours la même chose. Mais en effet, il a dit 3 choses intéressantes. Un, il a dit le bouton nucléaire appartiendra toujours au président français. Avec lui, on avait des doutes, mais c'est bien qu'il le reprécise. Après, encore une fois, je dis tout ce qu'il dit, et on sait très bien qu'il peut faire l'inverse. Mais Absolument. dans ce qu'il a dit uniquement. Ensuite, en effet, il parle de souverainisme. Lui, le prince du mondialisme, c'est toujours bien que quelqu'un parle de souverainisme, et l'industrie qu'on a flinguée, c'est bien qu'il le dise aussi. Donc, Qui l'a flingué en partie, quand même. Bah, qu'il a flingué en partie, Ouais, bien oui, sûr. Non, oui. mais tout ce qu'il dit, Oui. on n'est pas obligé de le croire, Il et est c'est tout pas l'inverse seul, de ce mais- qu'il a dit. Oui, oui. Mais l'histoire fait qu'on peut connaître des renversements, c'est déjà arrivé, des changements. Après, est-ce que lui, il croit lui-même ? Je sais pas. Est-ce qu'on va Depuis le croire ? Saint-Paul, tout est possible. J'en sais rien et je pense pas. En tout cas, les 5% de PIB, c'est ce que demande Donald Trump depuis 6 mois aux pays européens. Ça Mais veut dire c'est pour déjà la ce que France- demandait Obama. Est-ce que demandait Obama ? Bah C'est forcément, pas parce non que plus... ils ont fait leur calcul. Hein. Ça fait 600 milliards pour l'Europe, 600 milliards qui tombent dans leur poche, en moyenne. Bah oui, Bon, oui. ça, En ils plus, savent on va très bien, acheter de hein, l'équipement américain. L'économie de guerre et une guerre, ça leur rapporte. Nous, on pense toujours comment on va le payer, mais eux, ils disent qu'est-ce que ça va nous rapporter. Il faudra peut-être se mettre dans la tête d'un Américain un jour. Et donc, pour vous donner une idée, 5%, c'est 126 milliards par an pour la France. Bon, on est loin aujourd'hui. En revanche, la nouveauté, qui est intéressante, c'est que les Américains se désengagent. Mais le parapluie nucléaire va peut-être se désengager avec eux. Or, quel seul pays en Europe qui peut offrir un parapluie nucléaire aux Allemands, aux Polonais, la France ? Bon, Ou le Royaume-Uni. pas aussi puissant que l'autre. Ça veut dire que là, on a de quoi négocier quelque chose qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on échange du nucléaire pour avoir ou pour envahir l'Allemagne, si vous voulez, quoi. C'est pas un problème. Donc, alors, je dis pas que du tout c'est ce qui va se On passer. peut piller leurs terres rares. Mais sinon. vous pouvez très bien, dans une Europe de la défense qui n'est pas une Union européenne de la défense, hein, je parle toujours en termes de nations, tout ça, une coopération des nations. Celui qui a la carte
maîtresse dans la main, c'est la France. Donc, penser qu'on puisse redévelopper une industrie européenne qui produirait au moins 70% des armes de défense des pays européens et dont au moins un tiers de l'industrie puisse être française, c'est pas complètement débile et c'est pas complètement impossible quand on a encore une fois le nucléaire à offrir, mais à monnayer comme parapluie. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se profile. Je pense qu'il vise lui l'Europe fédérale, tout ça. Mais voilà, je me dis, on est dans un tournant historique qu'on va pas prendre encore une fois. Richard de Sèze, est-ce qu'on se prend le tournant historique dans la tronche ou est-ce Je qu'on pense le prend que pour de le vrai président Emmanuel Macron est en train de faire tout ce qu'il faut faire. C'est exactement une puissance moyenne remarquable. Il est en train de mettre en avant les atouts de la France, qui en a encore, malgré tous les efforts de Macron pour les supprimer. Effectivement, nous avons une industrie nucléaire qu'a voulu le général de Gaulle et dont les Américains ne voulaient pas et dont ils ne voulaient surtout pas que la France l'ait. Nous avons une armée que les Américains ont fait en sorte de vilipender en permanence. Vance est allé jusqu'à prétendre qu'on ne savait pas se battre, alors que quand on voit qu'un GI, il suffit que les cabinets automatiques tombent en panne dans le désert pour que le régiment rentre en Californie. Bon, enfin, et puis quand on voit l'Irak, quand on voit la manière dont ils se battent d'une manière générale. Bref, la France a une armée, la France a une industrie, et il en reste. Les Américains passent leur vie d'ailleurs à vouloir piller cette industrie. Le problème, c'est que c'est Macron. Autrement dit, c'est absolument horrible. On a là, effectivement, tout ce qui permettrait à la France de s'imposer à l'Union européenne et de montrer enfin qu'en tant que pays fondateur de ce machin, elle a des droits et elle a une vision, mais c'est Macron qui est en train de l'accomplir. Au contraire, c'est exactement le pire des moments possibles. Quand Trump a été élu, vous vous souvenez, président Pierre-Alexandre Bouclet, nous avons dit à cette antenne qu'en fait c'était certainement horrible parce que toute l'Union européenne allait se mettre contre Macron, contre Trump, et donc faire en sorte d'être la plus wokiste possible et de prendre toutes les décisions géopolitiques les plus aberrantes. Oui. C'est exactement on va ça. accueillir d'ailleurs les chercheurs américains qui fuient les États-Unis faute de moyens. On va attirer tous leurs tarés. Tous les sociologues vont venir chez nous et tous nos ingénieurs vont partir chez eux. Voilà, puisque les Américains, une fois de plus, ne c'est sont la pas monnaie contre. de notre pièce. On leur a envoyé tous les bagnards et les dégénérés dans les années 1700, et 1600, 1700, et maintenant ils nous reviennent au cube. Donc, pour moi, ce qui est en train de se passer est une catastrophe pour la France, parce qu'il est évident que Macron va vouloir avancer ses pions européens et pas du tout les pions français. Corentin Dugast ou Xavier Van Leer? Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il est effectivement, dans chacun de ses discours, il met le doigt sur les atouts français, il les magnifie, mais malheureusement probablement pas pour imposer la politique française à l'Europe et la vision française de l'Europe, mais pour les apporter dans la corbeille de l'Union européenne. En réalité, il est en train de faire la danse du ventre devant Ursula von der Leyen en lui disant « Regarde les belles choses que je peux apporter dans la corbeille ». Une fois que ces éléments seront dans la corbeille, ils vont nous échapper. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une politique, à mon sens, on n'est pas dans une politique de réaffirmation de souveraineté française et ni même de souveraineté européenne. On est en train d'utiliser nos derniers atouts pour tenter de séduire Ursula von der Leyen, probablement un petit peu l'Allemagne aussi. D'ailleurs, c'est assez rigolo, hein, parce que Macron, sa technique, c'est toujours des galops d'essai. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, on mutualise notre arme nucléaire », et puis après on dit... Un certain nombre de gens montent au créneau pour dire « Ah ben non, ça jamais, ça nous appartient en propre ». Et là, c'est « Bande d'idiots, vous n'avez absolument rien compris, je n'ai jamais parlé de ça, vous êtes vraiment des abrutis ». Sauf que 2 jours après, l'Allemand dit « C'était très intéressant hein, ». Le prochain chancelier allemand dit « C'était très intéressant ce qu'a dit Macron. Il faudrait réfléchir à cette histoire quand même de mutualisation ». Et donc petit à petit, comme ça, on déplace la fenêtre d'Overton. Le couple franco-allemand. L'idée qui semblait absurde il y a quelques mois ne la semble plus. Il faut se rappeler pour réaliser ce qu'il peut avoir en tête, c'est-à-dire en réalité se placer comme celui qui aura participé à l'édification de l'Union européenne et pas du tout comme celui qui rétablit la France dans l'Union européenne, qu'il imaginait quand même aussi de transférer notre siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Quand on est capable d'avoir un projet aussi absurde que celui-là, aussi scandaleux, eh bien, on voit quelle est sa direction. Et Macron, c'est en même temps, c'est tout et son contraire, c'est 3 pas en avant, 2 pas de recul. Mais dans cette sorte de gigue, il y a quand même un scénario de fond et une forme de cohérence, et c'est systématiquement quand même le démantèlement
de la France et la préférence pour l'Union européenne. Je n'ai pas dit pour l'Europe, hein, pour l'Union européenne de façon systématique. Enfin, quand on reparle de puissance européenne, là, après j'en finis, et quand même voir l'ensemble des gens qui avaient un projet qui était celui de l'abandon de l'histoire, etc., tout d'un coup parler de puissance européenne, j'ai l'impression que c'est autre chose qu'un revirement. J'ai l'impression que c'est comme si on était, comme si l'Union européenne allait devenir à l'Amérique néoconservatrice que Byzance était à Rome. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le cœur de l'empire néoconservateur est tombé, et nous, on se revient un peu comme la Byzance woke qui doit faire perdurer le projet malgré tout. Voilà. Et l'accueil des sociologues woke dont vous parliez semble le confirmer. Parce que, ça, c'est ce qui pourrait nous arriver de pire, finalement. C'est bien d'avoir des armements, mais il faut savoir pour quel projet, en réalité. Retrouver la puissance européenne, mais si c'est pour jouer aux néoconservateurs, on a parlé des dégâts causés au Moyen-Orient tout à l'heure en disant « Ah, ce qu'a fait l'Occident ». Bon, relativisons. Ce que surtout ont fait les néoconservateurs et leur idéologie complètement délirante. Et si c'est pour poursuivre ça et dire « Maintenant, c'est nous qui avons les gros biscottos et on va faire pareil qu'avant », et alors, pardon, je fais une incise, mais ce qu'ont fait aussi les locaux sur place, parce que l'air de rien, si ce n'était pas massacrés les uns les autres, tous nos efforts auraient été vains. C'est-à-dire, si on n'avait pas un terreau de tarés, pardon, mais bien entendu, on pourrait faire ce qu'on veut, il se passerait rigoureusement rien. Depuis 70 ans, je ne suis pas d'accord. Si on fait démarrer tout ça, à la première guerre du Golfe, un peu quand même. Un peu, oui. Mais... Voilà, c'est comme en Afrique, la machette. On a accusé la France d'être responsable d'un génocide au Rwanda de manière absolument fallacieuse, mais néanmoins, il n'y a aucun Français qui a tenu les machettes qui ont découpé les tibias des Hutus, enfin des Tutsis. J'ai même failli défendre le roi Léopold tout à l'heure. Bon. Alors, est-ce qu'on a quelques messages? Oui. Alors, bonsoir à nouveau. Très bonne la blague sur Charles Martel. Moi, je connaissais la suivante. Il a arrêté les Arabes en 732. Ils sont revenus en 747. C'est très bon. Je la retiens aussi. Voilà. Vous croyez qu'en voyant ce qui se passe en ce moment en Syrie, vous êtes en train de regarder dans le passé. Malheureusement, c'est bien notre futur qu'on est en train d'entrevoir si nous demeurons en spectateurs. Oui, et ben alors ça, beaucoup de chrétiens d'Orient réfugiés en France nous le disent. Et moi, il se trouve que j'en connais pour avoir travaillé longtemps à SOS Chrétien d'Orient. Et il y en a même qui préparent leur départ au Canada, où malheureusement, ils ne savent pas ce qui les attend. Pardon de rire, mais je ne sais plus où il faut aller. Mais c'est quand même assez marrant ce truc. Mais ils nous disent que c'est ce qui va vraiment... En fait, ils sont effondrés quand ils voient ce qui se passe en France, parce qu'ils nous disent en fait c'est exactement ce qu'on avait dans les années 90. Le Libanais dit ça, ils disent tout ça. Oui. Mais pourquoi le Canada? C'est quand même depuis je sais pas. 30 ans, regardez, c'est grand, il y a de la neige. Dantec qui fuit les dégénérés en se barrant au Canada. Oui. Bon, c'est quand même le pays des dégénérés. Enfin, pas de canadophobie. Mais non, mais on parle de la partie anglaise. Ah, bon. Pas le Canada, sinon on appelle ça le Québec. Oui. Ouais, voilà. Asia Bibi, quand elle est expulsée d'Angleterre, elle se barre au Canada. Pourquoi c'est la terre de... Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait creuser. Non, Si, Asia Bibi, du Pakistan en Angleterre. Oui. En Angleterre, les Anglais disent non, on peut pas te protéger. Et les Pakis, ceux qui violent nos petits gamins, là, ils veulent pas t'avoir, donc tu vas partir aussi au Canada. Ça devient la terre d'exil ou d'asile plutôt. Ouais, j'avoue. Alors que c'est pas quand même, c'est pas un truc qui te fait. Parce que c'est grand et qui fait moins 40 degrés 6 mois de l'année. Parce que ça refroidit beaucoup de. Ouais, c'est ça. Mais ils disent que c'est le dernier pays que les musulmans essaieront d'envahir, peut-être. Ouais, mais c'est déjà faux. Mais ils sont déjà là-bas. Ils y sont. Oui, non, mais c'est ça que je comprends pas. Je ne suis pas syrien, je ne suis pas libanais. C'est l'ignorance. Peut-être organiser un voyage au Canada. Exactement. Alors. Ah oui, je n'arrive pas à comprendre cette soumission, que ce soit en Angleterre ou en France, à l'islam. Le passé nous prouve que de tout temps, les musulmans veulent conquérir les pays occidentaux. C'est le roi Charles, tout comme Macron, ne peuvent l'ignorer. Qu'ont-ils à gagner, sinon à disparaître eux-mêmes? J'avoue que je ne sais pas. Là, je pense que c'est le court-termisme. C'est après moi le déluge. Cette idée de se dire que tant que ça n'explose pas quand ils sont en poste... Charles, je sais pas. Macron, c'est quand même un type, comme tous les pervers narcissiques, qui s'épanouit dans les crises. Il faut regarder quand même, c'est là où il jouit de ça. Ah oui, c'est sûr. Nous sommes en guerre pour le Covid, nous sommes en guerre avec la Russie. C'est fascinant comme il kiffe, comme diraient les jeunes. Hein, voilà. Il a une passion pour les crises. Et il a une passion pour les crises, et puis il a quand même cette capacité à transformer les vertus en immondices. C'est-à-dire non, mais il a toujours dit protéger les faits, patriote, et en fait à chaque fois ça se transforme en truc dégueulasse. C'est quand même un cas psychique très intéressant, Emmanuel Macron.
Après sa femme. Xavier, on Vous connaissez le deuxième prénom d'Emmanuel Macron? Non, je croyais que vous alliez me parler du prénom de la femme Non, de du prénom, Et là, je me suis dit, le deuxième prénom on va d'Emmanuel pas commencer, Arthur. Le deuxième prénom d'Emmanuel Macron. Non. Jean-Michel. Oh, C'est pas une blague, c'est vrai. D'accord. C'est vrai de vrai. Allez. Alors, je vais faire des choses plus sérieuses. C'est vrai que son profil psychologique est parfaitement inquiétant et qu'il a une tête de pervers. Ça peut Oh non, enfin, je peux pas vous laisser dire ça, Xavier. Bon, Il a une tête de premier communion. Non, mais au sens managérial du terme. Mais Oui. par ailleurs, il baigne dans la culture managériale. Et pour avoir étudié une discipline. Non, mais Emmanuel Macron, voilà, pour parler comme un journaliste de gauche, de quoi Emmanuel Macron est-il le nom? Eh bien, Emmanuel Macron, c'est le nom de la prise du pouvoir des anciennes formes de gouvernement qui s'effacent devant ce qu'ils appellent la gouvernance, c'est-à-dire en fait, la gouvernance techno-managériale. Et donc Emmanuel Macron et l'ensemble des députés qu'il a recrutés par rendez-vous rapide, désolé, j'ai failli y avoir un mot anglais, eh bien, sont des gens qui viennent de la société civile, de l'entreprise, tout ça est très sympathique, mais pas de l'entreprise en tant que petit patron. Ce sont des managers. Et les managers ont développé un certain nombre de capacités de gouvernance technomanagériale qui est fondée sur ce qu'on appelle la conduite du changement. La conduite du changement, eh bien, un certain nombre de règles. Et la première règle, eh bien, c'est de créer un choc, de susciter la peur, l'angoisse, pour sidérer, tétaniser le salarié. Et l'emmener là où on veut. Pour ensuite l'emmener vers le projet qu'on a décidé bien par avance. Et donc, à l'évidence, qu'il s'agisse du Covid ou là maintenant des tensions avec la Russie, il applique ces stratégies-là de changement. Puisse-t-il l'appliquer avec l'islam? Xavier, je suis obligé de... Alors on y reviendra une autre fois. La conduite du changement, là, c'est de vous couper le sifflet, parce que notre émission touche à sa fin. Merci Richard de Sèze, Corentin Dugast, Xavier Van Lierde, Arthur de Vatrigan, et merci à Claudio pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.